Bonjour, je suis le docteur Philippe Lavadi. Alors, je suis un jeune médecin sapeur service santé des armées, je suis encore réserviste. Et donc, on m'avait demandé de parler de l'évolution de la prise en charge à l'avant dans le service santé des armées. En fait, tout ça est venu de modifications dans les conflits. Toutes les anciennes doctrines étaient basées en fait sur des combats interétatiques. Dans ces combats interétatiques, il y a les conventions qui sont plus ou moins respectées, on va dire. Convention de l'Haye pour la partie guerre, Convention de Genève pour tout ce qui est victimes, réfugiés et personnel de santé. Et en fait, quand on regarde la petite carte, c'est les pays, c'est-à-dire le gouvernement des États-Unis n'ont pas ratifié les conventions de Genève, et la Russie, qui l'avait initialement ratifié, l'a dératifié en 2019. Donc globalement, c'est des conventions qui sont globalement pour gérer les problématiques de secours entre les États. Maintenant, les conflits ont un petit peu évolué, donc on se retrouve avec des conflits dits asymétriques entre, on va dire, des groupes terroristes, pour rester large, et des forces étatiques. Alors, petit problème de mise en page, mais c'est pas grave, on va s'en débrouiller. Ça a entraîné la modification de typologie des blessés. On s'est retrouvé avec beaucoup plus de blessés liés à des engins explosifs improvisés, et donc modification des blessures. Et entre l'avant et la prise en charge qu'on avait avant par médecin infirmier dans le poste de secours Guy Rodin, il nous manquait un chemin manquant. Ce chemin manquant, il a fallu le trouver, et il a fallu aussi rapprocher au maximum les structures chirurgicales de l'avant, au moins une première structure légère, soit une demi-RCS, soit un MCV, module de chirurgie vitale. RCS, c'est antenne de réanimation de chirurgie de sauvetage. En fait, quand on regarde notre réflexion à nous, on a commencé à l'amener dans les années 2007. 15 ans plus tôt, les anglo-saxons l'ont fait. Donc on a 15 ans de retard en termes de doctrine. Déjà à l'époque, ils ont fait le PHTLS, la version militaire du PHTLS, puis le T3C, qui prend réellement les blessés au combat. Ils avaient déjà déterminé 3 niveaux de prise en charge, par le combattant, par les opérateurs santé et par les medics. Pour nous, les medics, en fait, ça sera médecin infirmier. Donc, eux, ils avaient déjà fait ça 15 ans avant nous. Début 2007, on commence à s'y intéresser. À l'époque, autour de la table, il y a un titulaire de chaire d'anesthésie réa, Jacques Escarmont, médecin général qui commandait l'hôpital de Lyon, qui était ancien patron du CITERA, centre d'instruction et de technique de réanimation d'avant de Lyon, qui a été aussi très moteur là-dessus. On était les 5 directeurs du CITERA. Un médecin pour la marine, un pour l'armée de l'air et un pour l'armée de terre. Et petit groupe de travail où on commence à faire des premières recommandations pour essayer de se rapprocher de ces standards-là. Et en fait, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne jusqu'à ce qu'il y ait Ouzbin. Ouzbin, c'est le 8e RPMA, 10 morts, une vingtaine de blessés. En Afghanistan, sur le BAT 500. Derrière, l'année d'après, un rapport qui est demandé à Jacques Escarmont. Et de là découle la première doctrine écrite qui est en fait la continuité de ce qu'on avait écrit avant, mais qui n'intéressait personne. 2012, premier référentiel au sauvetage au combat. Référentiel léger, une vingtaine de pages, et derrière, des fiches techniques. 2019-2021, évolution, et là on fait jouer le rétex, on essaie d'améliorer les prises en charge au fur et à mesure, en fonction du rétex. Mais vous voyez qu'entre les anglo-saxons et nous, il a fallu 15 ans, pour arriver à une prise en charge plus pragmatique. Et en fait, on est parti dans nos travaux sur les problématiques anglo-saxonnes, et on a beaucoup travaillé sur leur recueil de blessures. On s'est aperçu que 80% de nos blessés étaient hémorragiques, 15%, enfin, 10% étaient sur les problèmes de pneumothorax compressif ou d'obstruction des voies aériennes, et 5% d'autres causes, traumatisme crânien, brûlure. Et donc, à partir de là, on a pu essayer de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider. On sait aussi depuis les années 1960 que la première heure est cruciale et que s'il y a seulement 14% des blessés qui vont mourir, on pourrait se dire finalement 14% c'est pas grand-chose, on peut laisser tomber. On se dit non, en fait dans ces blessés qui vont mourir, 70%, enfin 60 à 67% en fonction des séries, sont sauvables. Donc il y a tout intérêt à essayer de médicaliser et à augmenter le niveau de prise en charge à l'avant. Au-delà de l'heure,
Si on s'intéresse, il y a d'abord les 10 premières minutes. Et en fait, dans ces 10 premières minutes, puisque les Américains faisaient des autopsies à tous leurs blessés, et à leurs morts, pardon, tous leurs morts, ils se rendaient compte que là-dedans, il y avait 20% qui étaient décédés dans les premières minutes de causes qui auraient été potentiellement sauvables. Enfin, les patients étaient potentiellement sauvables. Donc, partant de là, on s'est intéressé à les 10 premières minutes. Et pour pouvoir agir sur les 10 premières minutes, il ne faut pas être médecin ou infirmier parce qu'on est loin. Il faut que chaque combattant ait un arsenal thérapeutique à sa portée. Et derrière, d'insérer au plus près, l'objectif c'était d'en mettre un par groupe, c'est un pour 10 combattants, un opérateur santé, qu'on va appeler un SC2, sauveteur au combat de niveau 2, pour aider à la survie jusqu'à l'arrivée de l'échelon supplémentaire. En fait, c'est vraiment une prise en charge graduée qui fait qu'à chaque étape, on va upgrader la prise en charge pour assurer la survie. Pour que tout le monde parle la même chose, on s'est basé sur des acronymes. Ils valent ce qu'ils valent. Et ils ont eu l'avantage pour le marche de nous rapprocher une partie des acronymes utilisés par les anglo-saxons. Mais globalement, le SAFE, sans rentrer dans le détail, c'est on agit en maximum de sécurité possible. S'il y a plusieurs victimes, on va faire un start, un triage rapide et des traitements adaptés initiaux. Et après, pour chaque victime, on va dérouler un marche. Le marche, si finalement on regarde bien par rapport au PHTLS, c'est les mêmes actions que XABC ou le CABC. Donc il n'y a rien qui change, tout le monde dans le monde fait à peu près les mêmes actions dans le même ordre. C'est relativement logique. Et derrière, une fois qu'on a fait donc, le marche, avec des petites... on retombe sur une réévaluation et les nettoyages, antalgie, enfin les petites choses qui vont avec. Alors les couleurs ont changé, c'est un petit peu dommage aussi. Globalement, comme je vous l'ai dit, tout combattant est SC1. Ça veut dire que le médecin et l'infirmier qui sont SC3 sont aussi SC1. En zone de danger, ils n'appliqueront pas des procédures de SC3, ils vont faire des procédures de SC1. Et au fur et à mesure que le danger diminue, on va pouvoir complexifier la prise en charge de la victime. SC1 tout combattant, SC3 médecin infirmier et entre les deux des SC2 qu'on a formés. Ce sont des secouristes à qui on a donné un certain nombre de gestes pour pouvoir prendre en charge ces problématiques d'hémorragie, 85% des blessés, et d'obstruction des voies aériennes et de pneumothorax. Ça a permis aussi de faire changer, de faire évoluer nos matériels. Avant, on avait de vieux garrots ceinture qui ne servaient à rien. On a basculé sur les garrots dits tourniquets parce qu'un petit bâton, c'est surtout le manière de parler la même chose que nos amis anglo-saxons. Tourniquet, c'est garrot, en traduction. Les passements compressifs ont aussi évolué, on est passé au pansement extérieur, et ça, chaque combattant l'a sur lui dans sa trousse du combattant. Pour les SC2 et SC3, on va mettre en place des dispositifs de garrot plus importants, avec apparition des delphis et des garrots pneumatiques, plus larges, plus efficaces. Mais rien n'empêche, comme vous l'avez sur la troisième image en haut, de mettre, ça c'est un CATS, un soft, et derrière un delphi. On va multiplier les garrots, ce qu'il faut c'est arrêter le saignement, surtout quand on est en zone non sécurisée. Au niveau des passements compressifs, on va pouvoir améliorer leur efficacité en rajoutant des passements hémostatiques qui favorisent la coagulation à condition d'être appliqués très localement. Donc, soit des gosses hémostatiques, soit les extates, mais ce n'est pas les seuls qui en fabriquent. C'est les petits éponges hémostatiques qu'on va pouvoir injecter dans les plaies pour faire un effet volume et activation de coagulation au contact le plus près de ce qui saigne, des vaisseaux qui saignent, et complété par un pansement compressif par-dessus. Alors ça, c'était bon sur tout ce qui était hémorragie des membres, des zones rouges. Pour ce qui est bleu, et en particulier les ceintures, on avait un vrai problème. On a essayé les crocs, c'est une sorte de point de compression par un petit étau. Ouais. En brancardage, ça bouge tout le temps. Donc on est passé au Soundslip. Globalement, c'est les ceintures pelviennes sur lesquelles se rajoutent 2 ballons de pression qui permettent de venir comprimer, de réaliser un point de compression pendant le transport au niveau des axes fémoraux. Nouveauté aussi, c'est qu'en secours civil, le garrot, une fois qu'il est posé, il est sacré. Non, le garrot, une fois qu'il est posé, avec des conditions de stabilité du patient,
de stabilité tactique, des délais, les SC2, s'ils sont seuls, ou les SC3 vont pouvoir mettre en œuvre les procédures pour pouvoir modifier le garrot. D'une racine de marbre, il a été mis initialement parce qu'on ne sait pas d'où ça saigne. Et de toute manière, l'objectif, c'est de sortir la victime de la zone dangereuse. On va pouvoir compléter avec un pansement compressif, un garrot au plus près, relâcher celui qui est en racine de marbre et le laisser en attente. On ne le sortira jamais, on le laissera en attente, il sera desserré, ce qui permet, si on avait vraiment un délai avant évacuation et arriver dans une structure chirurgicale, d'avoir le moins de lésions possible. Même s'il y a un très bon papier dans Journal of Trauma 2008 qui, sur plus de 800 garrots américains, montrait que sur des délais très importants à plus de 6 heures, il n'y avait pas forcément de lésions majeures sur des garrots maintenus. L'objectif, c'est vraiment de faire le moins de dégâts possible avec les garrots. On va aussi, donc là, ça c'est pour arrêter le saignement. Maintenant, il faut essayer de remplacer une partie du volume qui a été perdue par le blessé. Et pour ça, il faut pouvoir perfuser. Pour pouvoir perfuser, il faut avoir des poches de perfusion, des kits de perfusion. Et ça, tout combattant porte sur lui, dans sa trousse individuelle, un kit de perfusion. Il ne va pas l'utiliser. Seuls les SC2 et SC3 vont pouvoir l'utiliser, mais on répartit la charge d'un port entre les différents combattants. Si on perd un sac avec tous les solutés dedans, on n'a plus rien. Là, chacun, dans sa trousse individuelle, un solité de perfusion. Les SC2 pourront accéder en cas de 2 échecs de pose périphérique à la pose d'une intra-osseuse par des dispositifs automatiques type BIG, pour décrier parce qu'ils sont potentiellement dangereux. Je vous rappelle qu'on parle de combattants en zone de combat. Donc il y a des choses plus dangereuses qu'une aiguille qui risque de partir avec un ressort. Et pour les SC3, des dispositifs type ZIO qui sont plus précis, mais plus lourds. Et plus onéreux aussi. Donc ça, c'était pour la prise en charge de l'hémorragie. On arrête l'hémorragie, on met des moyens qui vont bien, et on permet un remplissage minimal. Pour le pneumothorax, SC1, ben finalement, ça correspond la plupart du temps à des traumatismes ouverts du thorax. Position d'attente, on est en pur secourisme, et après, mise en place d'un pansement de 3 côtés avec le plastique du paquet de compresses qu'ils ont dans leur trou du combattant. Et pour protéger les voies aériennes, soit la personne est consciente peut rester penchée en avant, ce qui lui libère les voies aériennes. Si ça ne suffit pas, ou qu'il n'est pas en capacité de rester, on pourra le mettre en PLS, mais il est assez vite limité. Du coup, il a fallu trouver pour les SC2 une capacité à libérer les voies aériennes. Et donc, ça va se faire par l'intermédiaire d'une connectonie. Les SC2 vont aussi avoir, pour compléter la prise en charge des pneumocompressifs, l'exsufflation à l'aiguille. Je vous rappelle, les SC2 sont des secouristes au départ. 15 jours plus tard, enfin, on va dire un mois plus tard, on va les autoriser à exsuffler un pneumothorax et à faire une cricothyroïdectomie avec un dispositif simple pour pouvoir libérer les voies aériennes et exsuffler un pneumothorax. On va introduire aussi des valves unidirectionnelles type Sherman. Bon, une fois sur deux. Ça, c'est niveau SC2. On reste sur du matériel simple d'emploi et qui permet une prise en charge globalement satisfaisante. Derrière, le relais est pris par des SC3 qui vont avoir, eux, des matériels un petit peu plus compliqués, même s'ils sont largement adaptés au terrain. Pour les pneumothorax, ils vont pouvoir compléter avec des frontline chest tubes, c'est des sortes de drains thoraciques à poche intégrée, valve intégrée, qui se mettent relativement facilement en place. Avec un apprentissage qui s'est fait à un moment donné, en Afghanistan, on faisait ça sur des vecteurs biologiques endormis, dans un centre qui était prévu pour ça à Marseille. Donc, on formait les gens là-dessus, ils pouvaient mettre en place ces dispositifs-là. Et sinon, c'est une thoracotomie au doigt qui va couvrir par une bande de Sherman. Donc là, on est à nouveau médecin infirmier. Pour la bande des voies aériennes, soit ils peuvent intuber, et un infirmier peut intuber, soit il passe à une connectivité chirurgicale. On reprend le même endroit de passage, si ça n'a pas été fait. Une passe de Kelly, on ouvre, plus ou moins avec un guide, on met en place une sonde d'intubation, une canule adaptée. Globalement, des petites canules trachéo, diamètre 6. Donc on est sur des prises en charge relativement avancées, mais c'est vraiment pour lutter pour les 10% restants de décès évitables. Tout ça, alors, dans le secteur de combat, il y a plein d'autres choses, mais tout ça, c'était d'assurer la survie des blessés. Assurer la survie des blessés en cohérence avec des conditions d'emploi et de dangerosité du terrain, et en cohérence avec des standards internationaux. On s'intégrait souvent dans des opérations multinationales, et donc il fallait que, si la suite était prise par des Américains, ou si on prenait la suite aux Américains, il fallait que ce soit cohérent
dans la prise en charge. Et le référentiel, il servait à quoi? À sécuriser les pratiques. On faisait faire, entre guillemets, à des SC2 secouristes, 15 jours de formation, 15 jours de mise en situation, des gestes un petit peu avancés, on va dire. Et pour les infirmiers, on leur ouvrait la porte aussi à un certain nombre de gestes. Une fois que les gens retombaient en équipe, on retombait sur un schéma standard de personnel, enfin de poste de secours avec un médecin, un infirmier, une équipe, on va dire, médicale standard. Tout ça, ça se fait pour quoi? Ça se fait pour la victime. On l'a vu, une partie, 20%, de ceux qui vont mourir dans les premières minutes, dans les 10 premières minutes, sont sauvables. Si on fait rien, ils vont mourir. Donc, et après, ça se rend dans une prise en charge graduelle. Le SC1, tout combattant, va pouvoir peser ses garrots. Le SC2 va pouvoir compléter les garrots et assurer un premier remplissage vasculaire qui sera poursuivi par le SC3, donc médecin infirmier, qui font, quand ils sont réunis, un rôle 1. Derrière, ça va être un transfert vers le premier rôle 2. Le rôle 2, c'est petites structures chirurgicales qu'on va dégager le plus avant possible, avec différentes versions plus ou moins légères. Le rôle 3, c'est un hôpital un petit peu plus important sur le terrain. Et les rôles 4, c'est les hôpitaux d'infrastructure. Alors oui, on a fait faire des gestes à des gens avec une formation minimale, en limitant les gestes, en les encadrant, mais un petit peu comme dans les ASU, uniquement pour la victime. Si on peut éviter de passer par la case arrêt cardiaque avant d'arriver à l'hôpital, c'est quand même mieux. Donc, par contre, le grand principe en médecine, c'est qu'on ne sait pas inférieur, on tombe dans une situation connue, c'est l'arrêt cardiaque. Si on peut éviter de passer par cette case-là sur nos blessés, c'est quand même plus optimal dans la prise en charge.